douzaine, c'est le nombre de départs enregistrés depuis la mi-2022 parmi le top management d'Apple. Des postes stratégiques au sein de la firme de Cupertino, tels que la direction du design, le store en ligne, la politique de la confidentialité, les systèmes d'information, iCloud, les services par abonnement. La liste est longue et surprend au sein d'une société qui brille par sa stabilité. Alors qui sont ces dirigeants et pourquoi cette vague de départ? Y a-t-il un problème concernant le management et la succession de Tim Cook? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Bienvenue dans Refait le Mac, une émission un peu exceptionnelle cette semaine. À l'ancienne, uniquement en vidéoconférence, des petits soucis de santé et mes yeux ne supportent plus la lumière et les lumières du studio, donc je suis contraint de faire l'émission depuis en vidéoconférence, comme on faisait il y a quelques années. C'est pas désagréable non plus. On a voulu vraiment la faire donc, contre vents et marées, ça n'a pas été évident. Merci aux chroniqueurs et à l'équipe de Refait le Mac, Lilian notamment en régie, Lilian Pernat, qui a rendu tout ça possible. Merci en tout cas pour votre fidélité chaque semaine. Et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un salut particulier aux membres du Club ERLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant, vous le savez. Vous soutenez ERLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions, bien sûr en direct, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom en Discord et venir ici au village BLCA à Paris assister à des enregistrements aux coulisses. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube en scannant le QR code que vous avez vu apparaître à l'écran. Vous avez également la description, tous les éléments en description de la vidéo. Beaucoup d'actu finalement cette semaine, avec notamment des départs d'Apple. On voulait absolument être là pour en parler, car c'est une importance en matière sur le long terme et le futur de la compagnie. Avec comme chroniqueur pour en parler ici à mes côtés sur cette mosaïque numérique, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous. Allez, on enchaîne vite avec en duplex l'indispensable Christophe Degrave en duplex d'Underside. Bonjour Underside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va bien. À part tes yeux, évidemment. Je suis un peu flou et quelque part, on a fait un décor un peu Ibiza. Je trouvais ça sympa. Et puis, dernier chroniqueur cette semaine, il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous et à toutes. Alors, faut-il s'inquiéter de la vague de départ enregistrée ces derniers mois au sein de la direction d'Apple? C'était le sondage qu'on vous a proposé cette semaine sur le compte Twitter d'En Refait le Mac. Et vous étiez 60,3% à répondre par la négative contre 39,7%, j'y suis arrivé. Pas mal de réactions en tout cas sur Twitter à l'image de Mathieu 2475, regardez, avec 180 milliards de dollars de réserves, Apple en crise, point d'interrogation, lol. Plus sérieusement, du changement, oui. Dans toute grande entreprise, il faut du changement pour continuer à progresser et également à se remettre en question de temps en temps, mais en gardant l'ADN d'Apple. C'est ça qui nous semblait intéressant de développer aujourd'hui. On va donc s'intéresser à cette vague de départ. Qui sont ces top managers qui ont quitté Apple? On l'a dit, une vague de départ importante, une douzaine, c'est à peu près le nombre de départs qui ont été enregistrés dans le top management d'Apple depuis le milieu de l'année dernière, en 2022. Et pas des moindres, la direction du design est partie, la direction des Apple Store en ligne, la direction de la politique de la confidentialité, les systèmes d'information, le cloud, iCloud, les services payants. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas qui va intervenir, peut-être Laurent, parce que c'est uniquement des membres importants et éminents de ce qu'on appelle le top 100 d'Apple, Laurent. Oui, alors, sachant qu'il y a énormément de monde qui est parti, en dehors je dirais, du top 100. Mais ceux qui sont très visibles sont ceux du top 100, c'est-à-dire des gens qui exercent des responsabilités, qui ont souvent le droit de parole. C'est souvent, ils sont porte-parole de l'entreprise. Et c'est assez visible parce que on voit ils vont souvent dans d'autres entreprises, quoi. Donc, c'est une boîte, il faut se rappeler, Apple, c'est pas une boîte où il y a beaucoup de changements. Il y a des gens qui font des carrières de 20 ans, 30 ans, 40 ans chez Apple. Ils ont fait toute leur carrière chez Apple. Donc, c'est là où c'est là où c'est surprenant. C'est surprenant à ce niveau-là et cette quantité en si peu de temps. Je fais un peu long, mais juste je rajoute, il y a quand même un élément, on est post-Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on en parlera un peu après, et il faut modérer, c'est la vie de toutes les entreprises. Oui, mais au-delà, on en avait parlé, souviens-toi, lorsqu'on avait eu le plaisir de recevoir
Pascal Cagney dans cette émission, l'importance de ce top 100 parce que ce sont eux qui dessinent le futur d'Apple, qui sont tous les ans et qui discutent des grandes orientations stratégiques de la marque et des grands investissements à faire. Et on sait qu'on a une période charnière cette année notamment. Alors, quels sont ces dirigeants qui ont fait le choix de partir? On commence par regarder Evans Anki, c'est la successeur de Johnny Ive à la tête du design industriel. Elle est remplacée désormais par Alan Dye, qui était le bras droit de Johnny Ive, qui était plutôt en charge des interfaces. On sait que, tu l'as dit, Laurent, Jonathan Ive est resté, a fait quasiment toute sa carrière chez Apple. Au bout de 2-3 ans seulement, passé la main. On sait qu'il y a eu quand même pas mal de changements côté design. C'est assez frappant. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux réagir sur ce point. Oui, effectivement, c'est un peu particulier parce que le design a une place mais tellement importante au sein des produits Apple. C'est vraiment une société de design qui fait passer tout le lifestyle de ses produits au travers du design. C'est vraiment ça. Il faut que les Macs soient beaux, que les iPhones soient pratiques, que les iPhones soient beaux, etc., etc. Et ici, c'est vrai que de se voir, c'est l'ADN de la marque. C'est l'ADN de la marque et de voir se succéder deux personnes très rapidement, parce qu'on parle de 3 ans là, je pense 2-3 ans, on fait quelque chose comme ça, se voir se succéder rapidement à la place de Jonathan Ive, deux personnes différentes à ce niveau de management, parce que ce sont des gens impliqués, qui ont des parts de l'entreprise, qui sont vraiment à un top niveau. Tu parlais de top 100, mais on pouvait même parler de top 200. À l'époque de Steve, il y avait 200 personnes core autour de lui, qui étaient vraiment son noyau de décision. Et effectivement, ici, moi, je suis particulièrement pour cette place, tu vois, autour du design, je suis particulièrement inquiet parce que c'est effectivement l'ADN des produits Apple. On y reviendra parce qu'il y a pas mal de réactions autour du design sur Twitter, vous verrez. Autre départ, celui de Marie Demby, qui elle est moins dans la lumière, mais elle a un rôle central, celle de Chief Information Officer. C'est tout ce qui est les structures, tout ce qui constitue l'informatique. Oui, Stéphane, ouais. Tu veux développer Non, oui. C'est ce qui s'occupe de la sécurité, ou en tout cas, non, même si les DSI français sont bien différents des DSI ou l'équivalent des DSI américains. En France, malheureusement, les DSI s'occupent plus de savoir si les imprimantes marchent que de la vision et autres. Je suis méchant, je suis désolé. Tu exagères. Oui, je suis méchant là. Aujourd'hui, je suis méchant. J'ai envie de l'être. C'est vendredi. Voilà, c'est servi. Voilà, on est servi. Non, mais juste voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de l'ombre, mais c'est quelqu'un qui connaît bon nombre de secrets. Et on sait bien que la sécurité chez Apple, voire même limite la paranoïa chez Apple, elle est quand même grande. Et quand quelqu'un s'en va comme ça, c'est peut-être qu'elle a soit commis des fautes, soit elle s'estime trop pressurisée. C'est une vraie question qu'on peut se poser, notamment la pression qu'on peut avoir concernant la sécurité ces derniers temps. Autre départ, celui de David Smalley, c'est lui, il avait un rôle également sur les. Il travaillait avec Marie Demby, c'était son bras droit, donc c'est un duo qui s'en va. Et lui, il était plus focusé sur tout ce qui était Apple dans la santé et dans le. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Donc, encore une fois, c'est un message envoyé. Autre départ important, celui de Michael Abbott. Alors, lui, il a un rôle vraiment important. C'était le patron d'iCloud et tout ce qui était de service en ligne d'Apple. Un ancien de Palm, de Microsoft, Twitter. Donc, c'est vraiment un organe important puisqu'il dirigeait iMessage, FaceTime, iCloud. Tout ce qui est chiffrement de données dans le nuage, la fonction localisée ou la fonction SOS d'urgence des iPhone 14 récemment, c'est lui. Donc, c'est quand même encore un départ important. Et puis, on a vu, Laurent, pas mal de départs dans les services payants également. Et on sait que les services prennent de plus en plus d'importance au sein d'Apple. On pense notamment à Peter Stern, Laurent. Ça fait partie des choses étonnantes parce qu'on sait deux choses. On sait la première que c'est une des traces que veut laisser Tim Cook, c'est la bascule vers l'offre de service. Il a été très clair là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait que ce soit à ce moment-là, c'est une période qui est plutôt de croissance pour les services. C'est-à-dire quand on regarde les résultats annuels, les services ne cessent de croître. Alors attention, Apple investit, c'est à coup de milliards sur la télé, à coup de millions, de centaines de millions sur la publicité pour motiver les services. Mais c'est plutôt étonnant. Donc c'est toujours étonnant de partir d'une branche qui a plutôt la grosse dynamique. L'étonnement, il vient plutôt de là.
Et autre étonnement, c'est celui du départ de la responsable de la confidentialité chez Apple. C'est le mantra de Tim Cook, qui a dimensionné en août dernier. C'est Jan Horvath. Je ne sais pas si Stéphane ou Christophe veulent réagir sur le profil de cette juriste, je crois, de formation. Oui, c'est ça, juriste de formation et effectivement beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, quand on parle de services sur le cloud, comme en parlait à l'instant Laurent, on parle forcément de respect et de confidentialité des données. C'est un poste en fait qui, mine de rien, a énormément de pression sur les épaules. Il faut savoir en fait que Apple est vraiment une particularité dans l'écosystème des grandes entreprises au niveau managérial parce qu'en règle générale, être CEO d'une boîte comme celle-là, par exemple, c'est entre 2 et 3 ans, j'avais vu les statistiques. Donc c'est vraiment très court parce que c'est des gens qui ont énormément de pression. Et en particulier, des gens comme Jane, en fait, qui ont vraiment en fait toute cette pression sur les épaules de la confidentialité des données, de la cybersécurité aussi, quelque part, autour des données. Donc oui, encore un autre poste crucial, mais peut-être que là, pour le coup, ça n'est pas un indice inquiétant, c'est tout simplement quelque chose de naturel. Ouais. Elle était au sein d'Apple depuis 2011 en tant que directrice de la confidentialité. Plus récemment, elle a été nommée directrice de la confidentialité. C'est une ancienne avocate, une ancienne d'AOL, une ancienne du département de la justice américaine et de Google. Donc, elle avait une certaine importance. On a vu le départ également d'Anna Mathiasson. Alors, Anna Mathiasson, c'est la vice-présidente en charge de l'Apple Store en ligne. Alors là, c'est un départ un peu différent. Stéphane, parce que c'est un départ à la retraite. Elle est partie en novembre dernier. Bon. Oui, donc on va dire que là, c'est un cycle normal, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout extrapoler. On en parlera après, une fois que tu auras fait ta liste à l'après-vert de tous ceux qui sont partis, et se faire quelques... Mon inventaire à l'après-vert. Ah bah oui, parce que là, il y en a quand même quelques-uns. Là, je regarde, parce que là, j'ai l'iPad là sur le côté pour suivre la liste, elle est impressionnante. Mais, mais on va dire, ça fait partie de la vie d'une entreprise, même si parfois, on a tendance à attendre... Ouais, dis. Non, on sait que alors tout ça part vous savez, de la newsletter hebdomadaire de Marc Berman, qui souligne effectivement qu'il y a pas mal de départs à la retraite et que, on le disait, c'est une entreprise très stable, les gens restent longtemps et que le top management d'Apple vieillit et il y aura de plus en plus de départs à la retraite et il s'agit de préparer la suite, c'est l'enjeu. Et c'est vrai que des jeunes têtes et des jeunes pousses au sein d'Apple, moi je ne vois pas vraiment beaucoup de gens, en tout cas ils ne sont pas médiatisés aujourd'hui. Autre départ, regardez, de Hugues, c'est un Français, Asma. Alors ça, j'ai un petit doute parce que je sais qu'il est français, je sais qu'il dirige il est vice-président en charge des marchés des pays émergents, Inde, Moyen-Orient, Méditerranée, Europe de l'Est et Afrique. Il est toujours sur son compte LinkedIn membre d'Apple, mais il semblerait qu'il partirait à la retraite, à nouveau lui aussi. C'est également un maillon important pour l'Europe et l'IMA notamment. L'IMA, c'est tout ce qui est pays Asie et Moyen-Orient. Et puis, plus récemment, là, ce départ a été plus médiatisé, bien sûr. C'est celui, souvenez-vous, de Tony Blevins. C'était ce vice-président en charge des achats d'Apple, donc vraiment un poste stratégique au sein d'Apple. C'est dur de porter des lunettes comme ça. Et qui, vous savez, qui a été viré en raison de sa blague malheureuse, moins qu'on puisse dire, sur TikTok. Voilà. Et lors d'un rassemblement de voitures de collection. Donc, au total, ça fait une douzaine d'années, 11 départs précisément contre 2 en moyenne les années précédentes. Cela fait quand même beaucoup, Laurent, pour une direction qui est connue pour sa stabilité. Quand on sait qu'il y a, par exemple, des gens comme Phil Schiller qui, malgré tout, malgré l'âge de la retraite, s'accrochent à leur siège. Ouais, mais en fait, tu sais, on s'est beaucoup questionné en préparant cette émission et Stéphane l'a rappelé, c'est la vie des entreprises. Ça va, ça vient, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Là, ce qui est étonnant, c'est la quantité. On a cherché dans l'histoire, dans l'histoire, en remontant sur les années en arrière, il n'y avait pas autant de changements. Phil Schiller, pour moi, ça fait partie des piliers. Tu vois, d'ailleurs, il est Apple Fellow, tu vois, c'est fait partie de ces gens, tu vois, c'est un peu comme Voss, quoi. Il est plus vraiment Apple depuis tellement longtemps, mais il incarne tellement Apple un référent, que tu peux, que tu peux difficilement le dissocier, quoi. Non, c'est, il est en train de se passer quelque chose. Rappelle-toi ce que je te disais, ça bouge beaucoup chez Apple avec le post-Covid. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que les entreprises, pas seulement Apple, mais les entreprises de la Silicon Valley ne sont plus dans
dans la même situation. D'accord. Je ne sais pas si c'est de ça que c'est, mais c'est pas grave. Signalons en tout cas, entre-temps, comme il y a des embauches majeures, hein, et notamment celle de Carole Surface, rien à voir avec Microsoft, qui est la nouvelle DRH du groupe, hein, ou plutôt le Chief People Officer, c'est le terme officiel, qui remplace Deirdre O'Brien, qui conserve désormais, qui reste au sein d'Apple, et c'est la patronne du retail, qui elle-même a remplacé Angela Ahrendts en 2019. Angela Ahrendts, souvenez-vous, c'était l'ancienne patronne de BlackBerry. C'était l'une des principales acquisition, dirons-nous, ou nouvelle figure, en plus féminine au sein d'Apple. C'était tout un symbole. Ce qui est intéressant, Stéphane, Christophe, c'est que la plupart des remplacements ont été déjà actionnés au sein d'Apple, et la plupart se font en interne. C'est une tradition d'Apple d'aller plutôt chercher des N-1, voire des N-2. Ça, c'est plutôt rassurant. Tout à fait. Mais en règle générale, dans une entreprise comme Apple a ADN très fort, c'est ce qui se passe en fait. C'est que les dirigeants vont chercher les futurs dirigeants au sein de l'entreprise pour une question d'ADN, de valeur, de formation, de vue en fait globalement sur l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est généralement plus sain aussi de pouvoir annoncer à ces équipes: implique-toi, etc. Parce que potentiellement, en fait, tu auras la possibilité de monter, d'aller en N+1, N+2, N+3, etc., même si je déteste ces termes-là. Mais malgré tout, en tout cas, de pouvoir monter dans la hiérarchie de l'entreprise parce qu'on y est, et pas juste de se voir bombarder quelqu'un qui arrive depuis l'extérieur. Alors, tu disais, c'est intéressant de montrer un peu de perspective et de dire, voilà, à terme, il y a des postes qui vont se libérer. En tout cas, il y en a un qui ne se libère pas, c'est celui du CIO. Hein. Il n'y a pas de... On ne voit rien dépasser, je le disais en préambule tout à l'heure, hein, de successeurs potentiels, des personnes susceptibles de faire de l'ombre un jour à Tim Cook. Est-ce que Tim Cook est l'une des raisons de ses départs? Nous allons y revenir après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et cette semaine, toujours en raison des vacances de notre ami Didier Policani, c'est bien sûr Laurent Pantanage qui s'y colle. Bonjour tout le monde, bonjour le busomètre. Bon alors, c'est pas mal, c'est intéressant parce qu'il y a une actualité qui vient télescoper les buzz, qui vient télescoper notre sujet. Donc en fait, dans la Silicon Valley, Apple a eu tendance à communiquer en disant toutes les entreprises licencient, Google licencie, Facebook, Meta licencie, Microsoft licencie, et nous on licencie pas. En fait, ce qu'a fait Apple, c'est qu'Apple n'a pas renouvelé un paquet de contrats type temporaire qu'ils avaient chez eux, et surtout ils ont licencié chez leurs sous-traitants. Là, on a appris par exemple qu'il y avait un sous-traitant qui est un centre d'appel en France, en Ardèche, où il y a eu 238 licenciements, et c'est partout pareil dans le monde. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont maintenu le cœur Apple sans y toucher, mais par contre, ils ont impacté le réseau externe. Donc si on raisonnait comme avec des entreprises qui sont des écosystèmes, l'écosystème Apple, oui, a licencié, même s'il n'a pas licencié auprès des entreprises, au sein de l'entreprise. Oui, Deuxième. Alors, le centre d'appel, c'est Conduent. Hein, c'est situé à Guilherand-Grange, en Ardèche, tu l'as dit, et qui travaille essentiellement pour Apple Care. Et puis, c'est un sujet qui a été repris cette semaine par le New York Post, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'énormément de sous-traitants et de consultants, notamment avec Cupertino, ont pris la porte. Effectivement, le fait de licencier un consultant, il n'y a pas de risque de poursuite, il n'y a pas d'indemnité à donner. Effectivement, c'est transparent. Il faudra rappeler quand même que cette semaine encore, Facebook a annoncé 10 000 suppressions supplémentaires. Hein. On est à plus de 20 000, autant chez Amazon et autant chez Salesforce, par exemple. Microsoft, 10 000 également. Donc, ça dégraisse malheureusement beaucoup dans la Silicon Valley en ce moment. Deuxième info aux rumeurs. Alors, bon, bien sûr, il y a le fantôme ChatGPT qui vole au-dessus de nos têtes depuis des semaines, hein, donc depuis l'annonce par OpenAI de la sortie le 30 novembre dernier. Il n'y a pas un jour sans milliers d'annonces sur le sujet. J'ai moi-même contribué sur LinkedIn à le faire. Ce qui est très intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que beaucoup de gens disent que Siri est tellement nul qu'il serait intéressant que Siri soit doté de la capacité de répondre de ChatGPT, ce que des développeurs ont fait. Hein. Des développeurs ont développé des add-ons, des raccourcis dans iOS pour le faire. Mais surtout, il y a une info côté Apple, qu'Apple serait en train de réfléchir comment le rapprocher. C'est-à-dire comment faire que les réponses soient plus efficaces.
Néanmoins, ils ont dit que ça serait compliqué. Bon, tout le monde espère. Hein, il est certain que les autres avancent. Non, mais la difficulté pour Apple va être à un moment donné, tu peux pas continuer à rester à la traîne. Donc c'est là où il y a une certitude. Donc voilà. Il semblerait que le code de Siri commence vraiment à vieillir vraiment et plus du tout à la page. Troisième info, et on parle d'un ancien Apple. Oui, attends. Peut-être que si le code est pourri, à un moment donné, ils vont le refaire en entier et on repartira d'une feuille blanche. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ouais, c'est ce qui expliquerait peut-être le surplace de Siri. Allez, troisième info, rumeur, et on reparle d'un Alors, la troisième info, moi, c'est quelqu'un qui ça m'épate quoi. La vie dans la tech, c'est un cycle et le cycle te met un jour côté pile et un jour côté face et c'est surprenant. Donc en fait, il y a une personne qui vient de se retrouver par le plus grand des hasards chez Microsoft. Et qui est cette personne? C'est Bertrand Serlet. Alors Bertrand Serlet, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est celui qui a fait à l'époque quand Steve Jobs avait dit que Microsoft copiait Apple de façon générale et surtout dans l'OS, c'est lui qui avait sorti toutes ces blagues autour de démarrer vos photocopieurs, voilà comment vous nous avez copié. Et donc en fait, il a quitté Apple il y a quelques années, il a monté une entreprise et cette entreprise vient de se faire racheter par Microsoft. Donc tout le monde disait mais jamais de la vie Bertrand Serlet pour aller chez Microsoft. Après s'être autant foutu de leur gueule, c'est impossible. Et comme quoi parfois, alors on ne sait pas combien de temps il y restera, hein, mais parfois il y a un pragmatisme économique qui fait que ça vaut la peine de se poser des questions. Ceux qui ne connaissent pas Start du photocopieur, franchement, allez voir ces vidéos sur YouTube, elles sont magiques. À des grands moments de l'époque Apple, et ça manque. Hein, ça manque. Je rêverais de revivre ça. Tu l'as pas dit, mais c'est l'un des papas de macOS 10, surtout ça. Hein, tout à fait. Et accessoirement, il est français. Voilà. Et il sait qu'il est convié dans cette émission. Là, ça va être un peu compliqué, je pense. Bref, on continue avec l'iPhone. Alors, on parle d'iPhone pliable. Alors attention, c'est pas forcément. Attention. Regarde, Stéphane se frise les moustaches. C'est pas forcément un iPhone pliable. En fait, ils ont déposé un brevet qui permettrait à un device qui serait pliable de se plier en cas de chute et donc de protéger les écrans. Tu vois, pour que le device puisse taper sur l'extérieur. Donc, ça pourrait être un iPhone ou un iPad. Hein. Ça pourrait les deux. Mais ce qui est énorme, c'est qu'on découvre ça dans un brevet, alors qu'Apple lui-même nous dit qu'il n'est pas du tout enclin à sortir un device pliable. Donc, ils sont prêts à faire des brevets pour protéger, mais bon, voilà, c'est ça, on prend de l'avance, on ne sait jamais. C'est le côté cocasse. Et on termine avec le futur d'Apple, justement. Écoute, Olivier, je comprends pas. Je vois tes lunettes noires. Là, je pensais que tu serais arrivé avec tes lunettes de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité je sais plus trop quoi chez Apple. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça fait plusieurs émissions qu'on en parle. Un message caché, bien sûr. Il se pourrait, il y a quelque chose, ça se dit, on le dit, et toutes ces choses-là. Mais il n'empêche que dans le code Apple, il y a des traces de Reality OS. Il y a plein d'endroits dans lesquels les développeurs ont trouvé des traces. Marrant. Donc, ça devient, tu sais, et c'est à chaque fois pareil, quoi. Ça devient croustillant. Oh, un peu par-ci, un peu par-là, une référence, une clé vers une classe de développeurs. Bam! Et donc, je veux pas dire que tout est en train de se mettre en œuvre, mais il se pourrait que quelque chose arrive. Merci Laurent. Retour donc sur la vague de départ enregistrée au sein d'Apple et nous allons essayer de comprendre pourquoi il quitte le constructeur de Cupertino. Pourquoi il quitte Apple? Pourquoi une telle vague de départ au sein d'Apple ces derniers mois? On vous a posé la question, c'était le deuxième sondage de la semaine. Il y avait 4 réponses possibles. Trop de bureaucratie, 17%. Un turnover naturel, 41,5%. Stéphane insistait là-dessus. Une question d'argent, on va en parler, hein, c'est important aussi, 16,5%. Et enfin, peut-être un problème avec Tim Cook, 25%, un bon quart. Tout de même, les amis, regardez les réactions sur Twitter à nouveau de Mano, notamment. Pour moi, c'est un turnover naturel. C'est même sain pour une entreprise d'avoir des bonnes têtes qui entrent et d'autres qui partent. Renouvellement naturel. En gros, on le sait, Stéphane en avait parlé avec Monsieur X qui devait faire l'émission avec nous, mais comme on a décalé l'enregistrement en raison des petits soucis oculaires, il ne peut pas être avec nous. Il nous expliquait qu'au sein d'Apple, il y avait un quota au niveau mondial de turnover, et ce n'est pas un petit chiffre, hein, c'est autour des 10%. Oui, chez Apple, en tout cas, Monsieur X nous l'a raconté quelques fois. Il devait chaque année régénérer. Moi, ils appellent ça comme ça, peut-être d'en haut. D'en bas, c'est peut-être pas vu comme ça. Ça, c'est sûr, on n'appelle pas ça. Mais en gros, chaque année, il devait changer 10% de son équipe jusqu'à un moment où il en a eu assez
de choisir et il s'est choisi lui-même. Ce qui est quand même tout à son honneur. Généré. Ah bah oui, là, il en a eu un petit peu assez de choisir et finalement, il s'est choisi lui-même et je pense que ça lui a fait du bien parce que je pense que la pression n'était pas simple pour lui de choisir. Ça fait moins de bien son porte-monnaie par contre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Probablement. Il est parti peut-être au mauvais moment, mais c'est vrai que en tout cas, il est semblé. Bah oui, non, mais même, c'est sûr, c'est certain, mais quand même, c'est une politique et quand même je pourrais en parler maintenant, mais c'est vrai qu'il y a un site qui s'appelle Layoff, donc LAYO2F S.FYI, donc for information à la fin, qui collectionne toutes les sociétés de la tech qui ont fait des renvois ces derniers temps. Et rien que cette année, il y en a près de 500. Donc, il n'y a pas que Apple, etc. Donc, c'est généralisé dans tout le secteur de la tech dans le monde entier, parce qu'on va voir que c'est les boîtes autrichiennes, indiennes, françaises aussi. Donc, il y a une correction qui est faite, mais il y en a certaines. Bon, tu as parlé de Meta tout à l'heure, qui en est à son 2e en quelques semaines. Ouais, je disais Facebook, mais c'est Meta. Qui sont plus dans la tourmente, parce qu'on se pose des questions sur leur avenir. Pour Apple, compte tenu de l'argent qu'ils ont en stock, que les perspectives des ventes sont quand même toujours aussi bonnes. C'est une correction, je pense, de marché, ça c'est certain, mais bon, quand même, ça pose quelques questions sur les gens. Et dans le questionnaire, il y a Tim Cook, peut-être il y en a certains qui sont nostalgiques de Steve Jobs et ils préféraient Apple au temps de Steve Jobs aussi. Oui, là en l'occurrence, ce n'est pas des licenciements, c'est des gens qui partent de leur propre chef ou des départs à la retraite. Regarde cette réaction de Hersch sur Twitter. Les gens ont du mal à accepter la politique de retour en présentiel après la pandémie. Alors je ne pense pas que le top management d'Apple soit vraiment touché et impacté par ça, mais c'est un autre débat. Autre réaction Twitter de JetB. Non, il ne faut pas oublier que les gens qui sont là depuis 5, 10, 15 ans ou 20 ans vieillissent, et oui. On est bien passé pour le savoir, surtout aujourd'hui. Donc, certains se dirigent sûrement vers des no-brains jobs, finir tranquillement leur carrière, donc l'opposé de Monsieur X. Les autres tentent leur chance en indépendant, etc. Rien d'inquiétant. C'est vrai qu'on pourrait se dire que Laurent ou Christophe, que aussi travailler pour Apple, c'est aussi synonyme de gagner énormément d'argent, notamment grâce aux stock options. Et ça ne favorise pas forcément les départs et le renouvellement de... C'est un autre problème qui peut rejaillir pour justement dynamiser les équipes et pas qu'il y ait de vieux grognards ou de vieux légionnaires qui ne sont là que pour toucher leur salaire et ne prennent aucun risque finalement. Tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que dans la Silicon Valley, Apple est vraiment une entreprise à part parce que ça n'a jamais été l'entreprise où on trouvait les meilleurs salaires. Ça n'a jamais été, avant le campus de Apple, l'entreprise où on trouvait les plus beaux bureaux ou les plus beaux perks, comme on les appelle, avoir à manger, etc., etc. Apple n'a vraiment été autour de ça que très récemment. Et à côté de ça, c'était surtout début des années 2000 qu'il fallait se trouver chez Apple pour pouvoir obtenir des parts et les faire valoriser aujourd'hui. Je connais plusieurs personnes qui en ont bénéficié et qui aujourd'hui peuvent faire une retraite vraiment prématurée à l'âge de 50 ans. Et tant mieux pour eux. Parce que c'est des gens qui sont énormément impliqués. Mais donc aujourd'hui, effectivement, est-ce que faire valoriser les parts de Apple, bon, il ne faut pas oublier qu'Apple s'est quand même pris 30% de moins de valo en fin d'année passée. Donc, je pense pas que ce soit autour de ça. Et alors, une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on parle du top management. Je vois mal quelqu'un du top management se dire je vais finir ma vie tranquillement. Vraiment, je vais arrêter. Ce job est vraiment trop demandeur, etc. Je pense que en règle générale, en fait, c'est des gens qui vont vraiment jusqu'au bout du truc et qui en règle générale meurent sur scène. Voilà. Donc, donc c'est un peu. On l'a vu avec Bertrand Serlet dans le Musomètre, ou on l'a vu avec le papa de l'iPod. J'ai un trou, les amis, mais c'est les antibiotiques. Sonny Fadel, merci. Qui après sa retraite chez Apple a lancé Nest, et puis après sa retraite chez Nest, elle lance encore des startups. Il ne s'arrête jamais. Est-ce que c'était une question, je ne sais pas si Laurent veut réagir, parce qu'on le voit aussi, parce que la boîte a énormément changé depuis le départ de Steve Jobs et son décès. Elle est devenue vraiment un big tech aujourd'hui, une world company, pour reprendre les guignols de l'info de feu Canal+, en espace de 20 ans. Est-ce qu'elle serait devenue un peu trop bureaucratique aujourd'hui, trop de contrôle, trop de pression, comme l'illustrait tout à l'heure Stéphane et Christophe, et trop de process?
Je pense que l'entreprise a beaucoup changé. Je pense que l'entreprise est redevenue, c'est un cycle, hein. Alors on devrait faire un cycle vers le bas, c'est-à-dire que l'entreprise était à deux doigts de mourir. Steve Jobs est arrivé, il a tout nettoyé. J'ai re-regardé hier, avant-hier, le cadran avec on a les pros, on a le grand public, on a les ordinateurs portables et on a les ordinateurs de bureau. Ça faisait 4 cases. On a fait oui. sorti en 98, j'avais oublié que c'était 98, hein. On a aujourd'hui 18 versions de tous nos modèles. On va faire 4 modèles. On en a déjà sorti 2. On sort aujourd'hui l'iMac, qui a été le renouveau, hein. Et l'année prochaine, on sortira le Power Mac. Et on pourra sortir tous les 9 mois. Et c'est très facile. On aura une nouvelle machine au top tous les 9 mois. Hier, je me suis, dans cet exercice, et je vous promets, je vais vous sortir une infographie. Je suis en train de plancher dessus. Je suis allé chercher rien que l'iPad, c'est une peine. Qu'il y a la 10e génération, qu'il y a la 9e génération, qu'il y a le Pro en 2 tailles, qu'il y a le R, qu'il y a le Mini. Tu comprends plus rien. Tous les modèles. Alors attention, petite excuse. On devait tourner l'émission hier soir et pendant qu'on essayait de lancer l'émission, je discutais avec Monsieur X et Monsieur X me disait que arrivé à un niveau de croissance, arrivé à un niveau de croissance, tu ne peux plus garder peu de gamme. C'est-à-dire que tu es obligé à la fois d'avoir plus de gamme pour couvrir des interstices et surtout, tu n'es pas capable d'avoir Apple aujourd'hui vend tellement de produits qu'il ne pourrait pas avoir que 2 produits. Ça serait pas possible industriellement. Et ce serait dangereux aussi, parce que si un produit se plante, c'est toute la compagnie qui s'écroule. Ouais, donc, mais il me dit, là, on a peut-être franchi le seuil. C'était très intéressant, et c'est pour ça que je rends à César ce qui est à César. Ça vient pas de chez moi. Je rends à César ce qui est à César. Non pas que ce soit rare, que comme je viens de fourcher. Donc, c'est Monsieur X qui m'a dit ça hier soir, et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais l'entreprise, pour moi, c'est vraiment complexifié. La dimension world et tous les produits identiques dans tous les pays, hein, quasiment un peu ou prou, devient quelque chose de complexe. Tim Cook a réussi, hein. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je pense que Tim Cook est un des excellents gestionnaires. Par contre, c'est pas un mec qui fait rêver. C'est pour ça que j'avais dit, il faut du renouveau. Je l'avais dit il y a 2 ans. Ça m'a valu des coups de bâton sur les doigts. Olivier, tu le sais, hein, toi comme moi. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, Apple devrait se réinventer. Et sur ces belles paroles, messieurs, sur ces belles paroles, je suis dans l'obligation de devoir te régénérer. Non, non, j'aimerais bien. J'adorerais finir cette émission sur un sujet qui me passionne, mais j'ai une obligation, un engagement que je ne peux pas abandonner. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Chers auditeurs, je vous aime. Très bon vendredi, très bon week-end, et au revoir tout le monde. De gros bisous à vous tous. Salut Laurent. Alors, on va rebondir sur ce que disait Laurent justement un instant. Justement, une autre particularité de l'Apple, et c'est paradoxal, parce qu'on voit énormément de produits, une complexité. Il y a des réactions Twitter dans un instant, vous verrez, qui illustrent ça, de gens qui considèrent que c'est trop compliqué la gamme d'Apple d'un côté, mais l'organisation générale de la marque, en tout cas, du moins, nous l'avons comme ça. Je ne sais pas si c'est du storytelling, Christophe ou Stéphane, mais cette organisation se veut encore celle d'une start-up. On a dans l'esprit ce rendez-vous incontournable lundi matin où la direction d'Apple se réunit et fait le point de toute la société, de tous les projets majeurs. Or, on sait que et puis une particularité d'Apple, contrairement à ses concurrents, c'est que les équipes sont classées par division fonctionnelle et non par ligne de produit. Il n'y a pas un responsable iPhone et les équipes vont gérer l'iPhone, mais les gens qui gèrent l'iPhone, il y a un peu des gens du design, des gens de l'interface, des gens du réseau, les gens des processeurs, et ils vont travailler sur l'iPhone, sur ces questions-là, sur l'Apple Watch, sur l'iPad ou encore le Mac ou les AirPods, et un peu comme on le ferait dans un mode startup où tout le monde contribue à l'effort. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de ce modèle aujourd'hui Christophe, je vais me permettre d'intervenir là-dessus parce que forcément, l'entrepreneuriat, c'est aussi l'une de mes passions. En fait, toute entreprise moderne aujourd'hui tourne autour de ce qu'on appelle le mode projet. Donc, on organise les équipes en mode projet. Donc, c'est terminé les départements avec que des développeurs, avec que des UI UX designers, donc les gens qui font les interfaces, avec que les gestionnaires de projets, etc. Maintenant, ce que l'on fait, c'est se dire, OK, on va créer le nouvel iPhone. Quelles sont toutes les capacités, quels sont tous les profils dont on va avoir besoin, et on les fait tourner autour de ça. Et ça correspond aussi à une nouvelle façon de voir le monde du travail pour la génération réseaux sociaux qui arrive maintenant sur le marché, qui est que pour les intéresser, il faut pouvoir travailler en mode projet. Ils ont besoin de pouvoir naturellement avoir ce renouvellement aussi, de pouvoir passer d'un projet à un autre à un moment donné, et donc de changer aussi de collègue direct à un moment ou à un autre. Donc ça ne m'étonne pas qu'Apple le fasse.
Par contre, je voudrais quand même réinsister sur une chose, c'est qu'il y a quand même un cycle chez Apple, comme dans toutes les entreprises, mais ici chez Apple, c'est un cycle en fait qui se reproduit sans cesse. C'est-à-dire que si on repense aux années 90, fin des années 90, je connais quelqu'un qui travaille directement avec Steve chez Next avant d'être repris chez Apple. Chez Apple. Voilà. Au moment où ils sont arrivés chez Apple, la personne en question a suivi Steve, ainsi que toute une partie de l'équipe de chez Next. Et il me disait, à l'époque, effectivement, la gamme était très complexe, mais c'était reflété aussi dans la hiérarchie interne. Il y avait des managers de managers, de managers, de managers, de managers, etc. Si bien que lui-même en était arrivé, il était à un moment donné responsable en fait de toute la partie Apple Store pour l'acceptation des apps. Et lui-même, en fait, avec son doctorat, etc., on était à un tel point, tellement il y avait des couches à droite et à gauche de management, etc., on était arrivé à vérifier lui-même si, lorsque les applications arrivaient, il n'y avait pas d'image de poitrine de femme, par exemple. Et il me disait, en fait, à un moment donné, il a pris lui-même rendez-vous avec l'un de ses managers en disant, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un gars qui a un doctorat pour détecter des poitrines de femmes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose chez Apple qui est toujours apparu en même temps. La complexité hiérarchique et la complexité au niveau des produits. Et aujourd'hui, j'ai quand même un écho, en fait, qu'en interne, il y a quand même une certaine complexité hiérarchique, sans doute aussi parce que l'entreprise a beaucoup grandi, effectivement. Et puis, de l'autre côté, on le voit tous ensemble, on en parle suffisamment souvent sur On refait le Mac, on a également cette même complexité au niveau des produits. Donc, il faut quand même faire attention parce que ça a porté préjudice à l'entreprise fin des années 90. Et puis au-delà, on le sait, il y a des rendez-vous récurrents, même si c'est un peu calme en ce moment en termes de lancement et de keynote notamment. On n'en a plus eu depuis le mois de septembre de l'année dernière. Mais que ces rendez-vous incontournables, on attend notamment la WWDC, ça contribue notamment, et ce mode de fonctionnement, le fait de mettre des équipes qui travaillent sur plusieurs chantiers majeurs de l'entreprise à la fois, l'iPhone, le Mac, l'Apple Watch et j'en passe. Ça crée un stress, tu disais tout à l'heure, voire un épuisement des équipes, et ce qui explique aussi, non pas des démissions, mais qu'il y a un renouvellement qui se fasse parce que on les souhaite, on gagne beaucoup d'argent quand on travaille au sein d'Apple et qu'à un moment donné, on a besoin de s'en aller parce que le rythme est terrible, terrible. Monsieur X peut en témoigner. C'est Bien ça. entendu. Alors, tu disais tout à l'heure. Exigence. Oui. Non, mais tu vois, Olivier, tu te rappelles la vidéo de Crazy One où on entend la voix de Steve Jobs, qui est quand même. La pub Think Different. Ouais, mais en gros, il dit voilà, le Crazy One, le Misfits, etc. Là. Il dit en gros, il déteste que les gens qui font qui refusent le statu quo, tu vois. C'était un peu les gens qui bougeaient, etc. Et donc là, c'est un peu ça que nous, on a l'impression que peut-être certains qui ne sont pas, qui sont encore peut-être sur place, pourraient éventuellement viser ou avoir s'ils sont dans une place entre guillemets trop pépère. Et vu qu'il y a eu beaucoup de départs, le fait d'être chez Apple, c'est aussi pour eux aussi de progresser professionnellement, d'être président ou directeur général d'une autre boîte. Parce que c'est quand même une belle carte de visite d'être chez Apple. Donc, le fait qu'il y ait eu beaucoup de départs d'un côté, ça peut aussi entraîner aussi des changements de carrière ou d'entreprise ou être chassé. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on est chez Apple qu'on est dans un vase clos toute sa vie. Donc, d'une certaine manière. Pour certains, quoi. Oui, c'est plutôt ça pour certains, même s'il y en a certains, je pense, qui devraient peut-être poser des questions parce qu'ils sont peut-être plus à la hauteur. On les critique suffisamment à longueur de mission depuis des années pour certains. Mais voilà, mais je pense quand même, grosso modo, Apple est quand même de tous les géants de la tech, celui qui s'en sort quand même globalement le mieux, faut dire les choses. Pour l'instant, en tout cas. Alors, tu disais tout à l'heure, Christophe, Apple a perdu 30% de sa valeur en termes d'actions en 2022. C'était énorme en fin d'année. Et ça a effectivement un impact sur le top management et de manière générale sur beaucoup de salariés d'Apple, puisqu'une base, ça signifie une baisse des rémunérations, parce qu'il faut savoir que beaucoup de vice-présidents, en tout cas, touchent une partie de leur salaire en actions. Donc, la chute de l'action contribue à baisser leurs revenus. Donc, il n'est pas certain qu'ils trouveront meilleur ailleurs, que l'herbe sera plus verte ailleurs. Mais ça peut également expliquer pourquoi vous êtes nombreux à répondre une question d'argent. Et puis, vous avez vu que cette semaine, du moins, je ne sais pas si tu veux réagir, Christophe, mais Apple a annoncé reporter justement le versement des bonus à ses employés. Donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur.
Oui, bon, alors après, moi, ça me choque pas. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de purement opérationnel, de purement logistique. Tu vois, dans pas mal de cas, chez nous, par exemple, certains travailleurs reçoivent l'équivalent de ça un petit peu, ça s'appelle des warrants, mais peu importe. Et fonctionnellement, il est difficile en fait de les verser régulièrement. Il est mieux de les verser en une seule fois. Ça demande moins d'administratif. C'est ce qui Ça, se ça passe demande pour moins. Apple. Voilà, ça demande moins de recalcul. Oui. Et à savoir aussi que d'un point de vue strictement cash flow, donc vraiment le cash disponible dans l'entreprise, Apple est l'entreprise qui a le plus de cash aujourd'hui. Donc pour moi, ça m'inquiète pas du tout parce que Oui, Apple est tout on le à fait disait tout à capable de l'heure. verser cette somme-là. C'est pas du tout un souci. C'est juste D'accord. logistique. C'est pas grave. Ok. En tout cas, Tim Cook, lui, il va à l'opposé de tout ça parce il va subir, lui, une baisse de son salaire, et c'est sur sa demande, hein, lors des rencontres avec les actionnaires et le vote qui a été donné pour valider le budget de cette année. Hein. La rémunération de Tim Cook se compose d'une part fixe, vous le savez, et d'une part variable, qui dépendent des résultats de la firme. Et il a souhaité que désormais, la rémunération soit davantage liée à la performance du groupe plutôt qu'à un salaire mensuel. Et sa rémunération va baisser de 40% cette année par rapport à 2022. Mais elle sera quand même de 49 millions de dollars cette année, donc il y a encore de la marge en jeu de mots. Et puis après, il y a le côté effectivement performance qui viendra en plus, si bien sûr la performance est au rendez-vous, ce qui s'annonce un petit peu compliqué cette année. Regardez cette réaction sur Twitter de Bukowski, un fidèle de Refait-le-Mac, une politique générale des dirigeants qui limitent les innovations pour obtenir des profits rapides et faciles. Apple stagne trop, selon moi, depuis 2-3 ans. On a besoin de vibrer avec des produits qui font rêver. Apple doit revenir. Apple, est-ce quelque part, les amis, les choix stratégiques de Tim Cook qui peuvent expliquer ses départs? Est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a certains historiques qui peuvent se sentir frustrés qu'Apple décide de s'orienter plutôt vers, pourquoi pas demain, les Apple Glasses, alors qu'il y a des fervents partisans du Mac, ou à l'inverse, justement, on ne prenne pas de risques sur le véhicule autonome, hein, ou le rachat de Tesla, ou j'en passe. Est-ce qu'il y a un problème, Tim Cook, in fine? C'est une question qu'on peut se poser, notamment Aurélien du XXe siècle sur Twitter. Tim Cook a pris la place de Steve en août 2011. C'est le plus fidèle de l'équipe, doit savoir que le départ de Tim est pour bientôt, voire très bientôt après le lancement des casques VR. Alors ça, c'est une rumeur qu'on entend beaucoup, mais moi, rien n'est moins sûr selon moi. Hein. On n'en sait rien de sa succession aujourd'hui. Au cul de tête, on l'a dit tout à l'heure, ne dépasse pour le moment. Y a-t-il un problème Tim Cook? Ce sera le dernier chapitre de cette émission. Y a-t-il un problème Tim Cook? Il fêtera ses 63 ans le 1er novembre 2023. Alors regardez cette image, on l'a déjà diffusée dans cette émission, elle date du 9 janvier 2007, le jour de présentation du premier iPhone, c'était à San Francisco, au Moscone Center. Je n'étais pas très loin. Steve Jobs est entouré de ses plus proches collaborateurs, la Dream Team de l'iPhone, avec de gauche à droite Phil Schiller, Tony Fadell, Johnny Ive, Steve, bien sûr, Scott Forstall et Eddie Q. Et parmi cette liste, il n'en reste plus que quasiment en deux. Bien sûr, Tim Cook était déjà au sein d'Apple à ce moment-là et était déjà le numéro 2, voire le numéro 1 bis. Mais il ne reste plus que Phil Schiller et encore par intermittence et Eddie Q dans cette liste. Est-ce que, d'après vous, il a fait le vide autour de lui? Bon, je ne pense pas volontairement. Hein. Non, je sais pas. Est-ce que tu penses justement que c'est pas parce qu'ils ont été en 2007 là autour de Steve Jobs qu'ils sont la solution pour Apple 2022, 2023, 2024 pour les années à venir? C'est bien aussi, comme on dit, j'ai utilisé ce mot-là, de régénérer. Je suis sûr que. D'accord. Moi, On a vu la même ça, chose chez Microsoft, hein, c'est vrai. oui, bien sûr. Moi, en plus, je te dis, en plus, là, chez Microsoft et Google, ils ont nommé des CEO qui n'étaient pas là au départ et qui aujourd'hui performent super bien, en particulier Microsoft. Et qui ont été au-delà même des espérances. Et moi, je pense que de tous les GAFAM, Microsoft, c'est la boîte qui est la plus intéressante à analyser en ce moment. Et au-delà, je ne sais pas si tu vas réagir, Christophe, mais on ne voit pas, en tout cas aujourd'hui, de successeurs désignés. On sentait bien que, malheureusement, il y avait un caractère d'urgence du temps de Steve, mais là, il n'y a pas de perspective concrète pour un éventuel successeur après Jeff Williams, mais qui a que 2-3 ans de moins que lui. Donc, s'il part à la retraite, il ne va pas tarder à partir à la retraite lui aussi. Hein.
C'est ça, exactement. Donc en fait, moi, je suis assez partagé en fait pour plusieurs choses. La première, en fait, c'est que je pense qu'on ne devait pas s'attendre à avoir un Steve Jobs numéro 2. Steve Jobs était un entrepreneur. De l'autre côté, on a Tim Cook qui, lui, est un opérationnel, un gestionnaire opérationnel d'entreprise. Ça a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, Tim Cook aurait sans doute été bien incapable en fait, de créer le Apple ou de donner cette étincelle dès le départ, comme Steve Wozniak aurait été incapable sans Steve Jobs en fait, d'en faire un business. Donc ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Deuxièmement, ça ne veut pas dire pour autant que la personne n'a pas de charisme. J'en avais parlé récemment avec quelqu'un qui est à la direction d'un des pays de chez Apple, et il me disait en fait, quand Tim Cook arrive dans la pièce, tout le monde se tait quand même quand il dit quelque chose. Donc il y a quand même en fait, il inspire quand même, il a quand même, c'est quelqu'un qui a de l'aura malgré tout, même si jamais dit le contraire. Voilà, même si on ne le ressent pas forcément toujours. Maintenant, oui, ça n'est pas, il ne donne pas l'image. Il ne donne pas l'image en fait d'être un créatif, d'être un innovateur. En fait, effectivement, on peut pas dire que l'Apple Watch soit un nouveau produit. Donc, c'était peut-être pas forcément ce dont avait besoin Apple. Non. Ces 15 dernières années. Hein, alors oui et non, parce que à la tête d'une entreprise, quand on a quelqu'un d'inspirant et d'idéaliste, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Steve Jobs était un idéaliste et n'en avait rien à faire en fait de l'argent qui était gagné sur les produits. Ça, c'est une première chose. À titre personnel, dirons-nous. Voilà, c'est ça. Et donc, que ça soit rentable, oui, bien entendu, ça devait être rentable, en fait, bien que dans la première partie d'Apple, ça ne l'était pas du tout. Hein, souvenez-vous. On pourrait revenir, en fait, faire tout un numéro, en fait. Peut-être dans On refait la pop sur le Mac et revenir sur cette partie-là. Mais en attendant, le truc, c'est que quand on a un dirigeant avec un ADN qui est fort, qui est idéaliste, ça fédère les gens autour d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que les différentes personnes de l'entreprise ont envie de rester, de voir ce qu'il va se passer, de soutenir le dirigeant, même s'il est exigeant, etc., etc. Tim Cook n'a pas l'aura de Jobs, en fait, à ce niveau-là. Et donc, peut-être que c'est plus facile de se libérer d'un d'un Tim Cook que d'un Jobs au niveau de la vision, en se disant, finalement, c'est un boulot comme un autre. En fait, je peux partir vers une autre entreprise. Oui, c'est assez juste. On regarde une autre réaction qui est assez juste, je trouve, encore de Mano sur Twitter. En tout cas, certains départs marquent Apple dans son ADN à tout jamais. Aujourd'hui, avec les nouveaux produits, on voit bien qu'Apple n'a plus la même culture du design comme à l'époque de Steve Jobs ou de Johnny Ive. Aujourd'hui, la fonctionnalité prime sur le design. C'est assez juste, tu le soulignais tout à l'heure, Christophe ou Laurent. Autre réaction de Hersch sur Twitter, je pense que c'est plutôt les jeunes qu'il est difficile de garder. Entendu sur un podcast tech que la période moyenne de changement de boîte pour un dev dans la Silicon Valley est de 9 mois seulement. Ouais, c'est assez dingue, 9 mois, c'est dur. Là, ça va être un peu plus compliqué dans les mois et les semaines qui viennent. Et enfin, dernière réaction sur Twitter de DBA France, je pense qu'il y a un problème de foi en la marque et sûrement trop de pression liée au secret avec des équipes trop isolées. Par ailleurs, Tim Cook n'a pas l'air très sensible à la vie de ses salariés, en témoigne de la fin du télétravail. Ouais, franchement, bon. Moi, je connais certains développeurs qui seraient prêts à payer pour travailler à Apple Park. Ils ont quand même des conditions de travail, même si l'environnement est compliqué, la circulation est compliquée et qu'à côté, le système social aux États-Unis n'a rien à voir avec l'Europe et la France. Mais voilà, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé chez Apple. Monsieur X n'est pas le bon exemple, mais qui y travaillent encore et qui ont fait fortune grâce à ça en étant simplement salariés. C'est ça qui est bien dingue entendu. en travaillant chez Apple. Vous êtes salarié à un poste lambda et ça vous paye votre maison, rien qu'en stock option. Donc on a du mal à comprendre ça en France en tout cas. Oui, c'est sûr. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, il y a eu plusieurs choses quand même. Hein. C'est vrai que le télétravail est quelque chose, et particulièrement, tu citais le profil des développeurs. Beaucoup de développeurs, dans 90% des cas, ont vraiment un profil humain très particulier. En règle générale, ce sont des gens qui n'aiment pas spécialement partager des moments sociaux et ce genre de choses. Je suis bien placé pour le savoir. Underside est une boîte de développement en partie. Voilà. Et donc, en fait, j'ai vu des développeurs qui ont quitté un job, pas pour une question d'argent, pas pour une place, pour rien du tout, juste pour 4 jours par semaine de télétravail. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et puis, deuxièmement, en fait, il y a eu...
Voilà, il y a eu la Covid en fait, ou le Covid, peu importe, comme on le dit aujourd'hui, qui a marqué définitivement, qui a créé une référence, un nouveau référentiel. Et effectivement, il y a cette nouvelle approche du travail qui est pas spécifiquement bonne en termes d'entrepreneuriat, parce que ne plus avoir les gens dans l'entreprise, ça veut dire être moins dynamique sur beaucoup de projets. Parce que c'est quand même qu'une histoire d'être humain à la fin. Hein. Donc ça, c'est une entreprise, c'est des êtres humains qui travaillent, qui s'entendent bien. C'est pour ça qu'il y a autant d'amitié qui se crée ou d'amour parfois sur place en fait dans un travail, dans un contexte de travail. Et c'est le fait en fait d'avoir des liens entre nous et de se voir tous les jours en tant qu'animaux sociaux qui crée de la résilience par la suite. Parce que si une personne est malade, si Olivier est malade aujourd'hui et a des problèmes au niveau des yeux, c'est pas un problème. On va aider, on va être là, etc., etc. Parce qu'il y a de l'amitié derrière, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Je ne vois rien, voilà. Je n'entends rien. On est ici, Olivier. On est ici. On m'a cassé mes lunettes, c'est bon. On est ici. Écoute ma voix, Olivier. Écoute ma voix. Mais j'entends, tu me guides. Mais donc, blague à part, oui, évidemment, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que le Covid ou la Covid, peu importe, a créé un nouveau référentiel qui n'est pas spécialement toujours bon pour l'entreprise. Ça, il faudra voir dans le futur. Et si on veut conserver un momentum autour de l'échange d'argent et de services et de produits, etc., donc vraiment avoir des entreprises comme on les a connues avant, il va falloir sans doute retrouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle autour de ce séisme qui s'est passé il y a quelques années. Exactement. Et regarde, c'est toute la dernière réaction sur Twitter de Gaël Varlet. Bravo pour votre émission. Merci Gaël. Je me demande si le manque d'innovation n'a pas aussi à l'origine des départs. On en parlait un instant justement. On avance très peu chez Apple en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe dans les labos. On va voir. Les têtes pensantes ont peut-être plus de liberté ailleurs. Effectivement, une chose est sûre, la vague de départ est également synonyme de fuite de cerveau. Et ce sera vraiment le dernier chapitre ce soir. Alors pour illustrer cette fuite de cerveau, on a choisi de s'intéresser à un cas particulier, c'est celui de Human. Alors d'abord, pour moi, la fuite de cerveau la plus symptomatique, c'est celle de Johnny Ive quand même, qui est parti créer son agence Loveform il y a plus de 2 ans maintenant. Mais il y a 2 autres ex d'Apple qui sont partis il y a déjà 5 ans hein, et qui font beaucoup parler d'eux ces derniers temps avec leur nouveau projet donc, qui s'appelle Human, qui se veut, je cite, une plateforme intégrée d'appareils et de services cloud pour l'IA et qui devrait être dévoilé prochainement en annonçant au printemps. Allez-y, on peut s'inscrire, hein, c'est sur le site human.ma.nu. Voilà, vous serez les premiers en vous inscrivant à pouvoir essayer cette nouvelle solution qui s'annonce révolutionnaire. Hein. Alors, ce sont des ex d'Apple, hein, tu parlais d'amour tout à l'heure, Christophe, c'est un couple hein, qui a travaillé au sein d'Apple. Il s'agit de Imran Chaudhry et de Bethany Bongiorno, qui sont donc mariés et femmes dans la vie. L'un s'occupait du design chez Apple et l'autre travaillait à la conception, enfin ils ont travaillé à la conception de l'iPhone notamment. D'autres ont travaillé, elle a travaillé à la conception des logiciels plutôt autour de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. Et puis ils ont recruté énormément hein, récemment des dizaines d'employés d'Apple, hein, beaucoup. Des anciens responsables matériels notamment, qui ont travaillé sur les claviers, sur les écrans tactiles, sur les éléments de design industriel, sur l'infrastructure, on en parlait tout à l'heure d'Apple, sur iCloud, sur Apple Pay, sur Home. Et aujourd'hui, ce serait près de 200 employés. Et là, ils ont levé pas mal de fonds. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 100 millions de dollars ouais, en série C cette semaine, alors qu'ils avaient levé près au total, je n'ai plus le chiffre en tête, mais déjà près de 200 millions auparavant. Ce qui est beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout simplement qu'il y a une vie après Apple. Et ça, ce type de projet, tu penses qu'il ne peut pas éclore au sein de la marque aujourd'hui? Sûrement, mais voilà, ils ont une liberté, là, c'est leur boîte à eux. Qu'est-ce que c'est bien d'être entrepreneur. Peut-être que Apple trouvera ça intéressant, il voudra les racheter et des milliards. Et voilà, alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que parmi les investisseurs, il y a Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars, Tiger Global, Qualcomm, Sam Altman, le PDG des cofondateurs d'OpenAI, et il n'y a pas Apple. Hein. Peut-être une version de Christophe. Oui, ben Apple c'est très rarement positionné en fait. Hein, non seulement, enfin, Apple a fait des rachats d'entreprises ou de l'investissement dans certaines entreprises, mais c'était souvent purement logistique ou bien alors
pour absorber l'entreprise. Hein. On peut parler de Dre, on peut parler de Beats by Dre, pardon, on peut parler de l'entreprise Metaio, pardon, de réalité augmentée, etc., etc. Bon, c'était purement de l'absorption. Apple n'a jamais été vu en fait comme un venture capital, donc vraiment des gens qui investissent de l'argent dans d'autres entreprises, qu'à partir du moment où vraiment à un moment donné, ils voient qu'ils vont pouvoir impliquer les équipes en fait de l'entreprise en fait directement dans Apple. Mais sinon ça ne m'étonne que très peu qu'ils n'aient pas participé. Ouais. En tout cas, c'est vrai que on peut se poser la question que quand on intègre ces startups, il serait bien de pouvoir aussi permettre de renouveler le top management. Tu parlais de Next tout à l'heure, ce qui a constitué la force et les cronières de Steve Jobs, c'était que des anciens de Tim Cook, de Steve et de Next, et qui ont construit Apple aujourd'hui. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir, mais le terme inquiet est un peu exagéré. Voilà, mais l'avenir nous le dira. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec Christophe. Olivier, il m'est tombé une tuile sur la tête. Une tuile? Ouais, et pas n'importe quelle tuile. Celle de Elgato. Ah, voilà une marque. Et c'est aujourd'hui mon coup de cœur, en fait. Ce sont les Elgato Wave Panels. Il y a Stéphane qui est mort de rire. Il adore mes introductions, je pense. Alors, le truc, en fait, c'est que ces tuiles-ci, en fait, en mousse, sont des mousses acoustiques que tu peux positionner au plafond, sur les murs de ta pièce, de manière. Alors, c'est très décoratif, je trouve. On en a mis chez Underside, on en a mis à droite et à gauche dans les bureaux. Ça diminue l'écho dans une pièce. D'ailleurs, c'est chouette parce que aujourd'hui j'ai pu participer à On refait le Mac à partir de la pièce habituellement où il y avait plein d'échos parce que justement on a installé ce genre de choses. Ça coûte 120 € pour 6 unités, donc c'est-à-dire que on peut déjà faire un chouette dessin avec 6 tuiles, donc c'est plus ou moins 20 €. On peut les trouver un peu partout sur le web, entre autres sur Amazon, et c'est vraiment plutôt pas mal, c'est hyper décoratif, tu peux les mettre dans le sens que tu veux. Nous, on a même fait un Space Invader avec, sur un des murs, ce qui plaira très fortement à Laurent. Et puis voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, c'est hyper facile. Tu les installes sur le mur avec un petit cadre en plastique que tu peux emboîter, et après tu mets des stickers derrière. Enfin, tu mets un autocollant, et ça vient se positionner très très facilement. Ouais, c'est pas connecté comme les hexagones qu'on a mis ici. Par contre, effectivement, en matière d'acoustique, c'est top. Effectivement, ça sert plutôt à ça. Si vous voulez faire du podcast, c'est l'accessoire indispensable. Merci Christophe. De ton côté, Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Alors moi, mon coup de cœur, il n'est pas très original, mais enfin presque si quand même. Non, c'est GPT-4. En fait, pour beaucoup, on a tous découvert GPT 3.5 avec ChatGPT, et c'est devenu un truc plus que de mode et tout. Tout le monde adore ça. Ils ont annoncé la nouvelle version. Ils ont annoncé une nouvelle version cette semaine qui est purement dingue. J'ai mis une vidéo là qui illustrera où à partir d'un simple croquis, ça se transforme en site web. C'est quand même un truc de fou. Quand même, on dessine un truc comme ça sur un bout de papier et ça se transforme en site web. Alors le problème qu'on avait, c'est que ChatGPT était difficilement accessible. Donc j'ai mis un petit logiciel qui peut être gratuit parce qu'on peut donner ce que l'on veut aux développeurs, qui s'appelle MacGPT, qui est un petit client qui nous permet donc de pouvoir faire ça. Et donc si vous prenez la version plus donc d'OpenAI, qui permet d'avoir accès pour $12, je crois, par mois, vous pouvez avoir accès au service plus, et donc déjà accéder et tester GPT-4. Et je vous dis, moi je me suis éclaté. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. J'ai même tenté de créer une entreprise, pour tout vous dire. On va voir si ça va marcher. Et même, j'ai appris qu'à partir des 236 épisodes de Friends, ils en ont créé un 237e. Donc, voilà. Tu crois qu'on peut écrire un truc génial de la semaine prochaine? Tu crois que c'est sur une Justement, j'allais te le proposer. Moi, je l'ai déjà essayé avec ChatGPT, ça, il n'y arrive pas. Il m'a dit, je peux vous... non. Ouais. Il répond à la question. Essaye. Mais il passe sur 16 pages. Essaye, je te promets, essaye GPT-4, c'est vraiment rigolo, quoi. Ok, voilà. Merci beaucoup Stéphane. De mon côté, regardez, on vous a beaucoup parlé de Sonos récemment avec son assistant virtuel et son assistant vocal. On a beaucoup parlé d'Apple avec les nouveaux HomePod. Voilà, les concurrents directs, c'est les Sonos Era
100, hein, ça remplace les One de chez Sonos. Alors, comme les nouveaux AirPods, HomePod, pardon, ils sont stéréo, c'est plus du mono. C'est Wi-Fi, bien sûr. La différence, c'est qu'ils sont également Bluetooth. C'est pratique pour pouvoir s'y connecter directement avec un Android, par exemple. Et ce que je trouve très sympa, c'est qu'il y a une entrée jack. Donc, vous pouvez brancher éventuellement n'importe quelle source. Si vous êtes un musicien, par exemple, un instrument de musique, voire une platine vinyle, c'est plutôt sympa. Le tout est AirPlay 2 comme les HomePod et ça coûte moins cher que les HomePod, 279 €. Alors, ce n'est pas Dolby Atmos en revanche. Il y a une version Dolby Atmos, mais c'est les RA300. Mais ça, c'est un modèle beaucoup plus cher et beaucoup plus volumineux. Et voilà, mais c'est vraiment un écosystème. Et encore une fois, si vous voulez vous développer un écosystème au sein de la maison, et notamment faire un jour du home cinéma avec une barre de son et des enceintes arrière, c'est plutôt ce qu'il vous faut, 279 €. Les Sonos Era 100. C'est la fin de cet épisode de On fait le Mac, les amis. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Merci Christophe, merci Stéphane et merci à Laurent qui nous a quittés tout à l'heure. D'avoir répondu comme ça à la dernière minute à mon appel. On avait beaucoup de mal à faire cette émission parce qu'on avait quelques soucis avec notre logiciel et notre régie de vidéoconférence puisqu'il a été mis à jour par Microsoft. Et on ne cite pas Microsoft parce qu'ils font vraiment n'importe quoi avec Teams, c'est le NDI. J'espère que le signal sera passé au sein de Microsoft. Et puis, surtout parce que j'avais quelques soucis de santé cette semaine, mais on a quand même voulu être là. Au rendez-vous, bien parce qu'on était pas très présents ces derniers temps et qu'on veut marquer le coup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans des meilleures dispositions, j'espère, et un autre environnement pour un nouvel épisode. Merci encore une fois, Christophe. Merci, Stéphane. Ciao, ciao. Merci aussi. Salut à tous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye bye.